Il y a un paradoxe, en fait, qui est fascinant et qui résume parfaitement bien le sujet de notre analyse d'aujourd'hui. Ah oui? Quel genre de paradoxe? Il faut s'imaginer une voiture de sport, genre une édition de luxe, un truc d'une valeur inestimable. D'accord, je vois le tableau. Elle a le moteur le plus puissant de tout le quartier, une carrosserie aérodynamique vraiment parfaite, les sièges en cuir impeccables. La totale, quoi. Voilà, la totale. C'est une machine qui est conçue pour battre absolument tous les records de vitesse et laisser tous ses concurrents sur place. Sauf que, Sauf qu'il y a un hic. c'est ça, le seul problème, le détail qui rend toute la scène complètement surréaliste, c'est qu'il n'y a pas une seule goutte de carburant dans le réservoir. Ah! Ouais, c'est sûr que ça marche beaucoup moins bien d'un coup. Exactement. Et sans ce carburant, cette merveille d'ingénierie, ce n'est rien d'autre qu'une très belle sculpture clouée sur un parking. C'est une image qui est assez brutale, hein, on va pas se mentir, mais c'est exactement ce qui ressort des données qu'on va examiner aujourd'hui. Oui, parce que ça illustre parfaitement notre sujet. Complètement. Cette métaphore, elle illustre de façon vraiment clinique la situation actuelle de l'Afrique du Sud. Le géant africain, en somme. Voilà. On parle d'une nation qui a historiquement dicté le rythme du développement économique de toute l'Afrique subsaharienne. Ils sont dotés d'infrastructures qui sont dignes des plus grandes puissances mondiales, hein. Et c'est précisément ce contraste vertigineux, en fait, qui motive notre plongée d'aujourd'hui. Tout à fait. Pour donner un peu de contexte, nos sources reposent sur la trame d'un documentaire géopolitique extrêmement immersif. Très bien fait d'ailleurs. Oui, vraiment. Et dont le but est de disséquer la mécanique interne de ce pays, et ça sans aucun filtre. Et c'est essentiel de le faire objectivement. Exactement. La mission ici, c'est d'enfiler un peu notre casquette d'analyste politique pour répondre à une question assez lourde. Ce géant historique est-il tout simplement en train de vaciller ? C'est la grande question. Et il s'agit d'observer les faits de manière totalement impartiale, pour comprendre quels sont les rouages qui bloquent. Oui, parce que quand on est habitué à appuyer sur un interrupteur sans même y penser, On oublie vite, c'est clair. ben oui, on oublie à quel point une société moderne, c'est fragile. Et l'Afrique du Sud, pour le coup, elle offre aujourd'hui un cas d'école impressionnant sur la vitesse à laquelle une infrastructure de pointe peut totalement s'enrayer. Ouais, bon, décortiquons tout ça. Pour bien comprendre l'ampleur de la crise, je crois qu'il faut d'abord établir le statut de référence du pays sur le continent. C'est indispensable, oui. Pour mener cette analyse sérieusement, il faut impérativement séparer le mythe, c'est-à-dire l'image un peu idéalisée de la nation arc-en-ciel, triomphante. Ouais, celle qu'on a tous en tête. C'est ça. Séparer ça de la réalité mécanique sur le terrain. L'Afrique du Sud, c'est un système bancaire ultra sophistiqué, c'est une industrie minière qui est colossale, Des ports géants aussi. des ports qui connectent tout le continent au reste du monde, effectivement. Mais pour faire tourner tout cela, il faut de l'énergie. Et c'est là que le bas de blesse. Exactement. C'est exactement là que le moteur cale, pour reprendre ton expression. Alors, attends, je dois avouer que je bloque sur un point d'emblée. Vas-y. S'ils ont littéralement les infrastructures les plus avancées du continent, comment est-ce qu'ils ont pu laisser le réseau électrique s'effondrer à ce point-là ? C'est complexe. Parce que d'un point de vue purement économique, c'est un non-sens absolu de construire une usine géante et de ne pas s'assurer qu'il y a du courant pour l'alimenter, non ? Alors oui, c'est un non-sens si l'on regarde la situation avec une vision purement à court terme. Mais l'analyse des sources montre qu'il s'agit en fait d'une dégradation structurelle. Genre sur plusieurs années. Sur des décennies même. Le problème, ce n'est pas qu'ils ont soudainement oublié de produire de l'électricité. Le réseau sud-africain reposait historiquement sur d'immenses centrales à charbon. D'accord. Des centrales qui étaient conçues pour fournir une énergie très bon marché à une industrie lourde, extrêmement gourmande. Sauf que ces centrales, elles ont vieilli. Voilà, elles ont mal vieilli même, et plutôt que de planifier leur remplacement ou d'investir massivement dans une maintenance préventive, le système a souffert d'une gestion vraiment calamiteuse. De la corruption, des retards. Des retards chroniques dans la construction de nouvelles infrastructures, et oui, une évaporation massive des fonds publics. Le résultat, il est mécanique. Les machines tombent en panne les unes après les autres. Ça qui nous amène à ce terme qu'on retrouve absolument partout dans les sources, le fameux délestage, ou load shedding en anglais. Le cauchemar quotidien, oui. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie au quotidien ? Parce que, pour être clair, on ne parle pas juste d'une ampoule qui clignote de temps en temps là. Ah non, pas du tout. Le délestage, c'est une procédure d'urgence qui a été institutionnalisée. Institutionnalisé. C'est-à-dire ?
En fait, pour éviter que l'ensemble du réseau national ne s'effondre d'un coup, ce qui provoquerait un blackout total, ça prendrait des semaines à réparer, les opérateurs coupent volontairement le courant. Volontairement, donc ils appuient sur le bouton off. C'est ça, par roulement dans différentes régions du pays. Mécaniquement, ça signifie que des quartiers entiers, des zones industrielles, des centres-villes comme ceux de Johannesburg ou de Cape Town, Ils se retrouvent dans le noir. plongés dans le noir pendant plusieurs heures, et ça, plusieurs fois par jour. L'électricité est littéralement rationnée. Et c'est là que l'effet domino s'enclenche en fait. D'après les graphiques économiques qu'on voit dans le documentaire, le lien de causalité avec le chômage est terrifiant de rapidité. C'est instantané. Pas de courant, pas de machine. Pas de machine, pas de production. Et au final, on licencie. C'est exactement le mécanisme. Une économie moderne, on le rappelle, c'est un écosystème interconnecté, extrêmement sensible aux interruptions. Tu as un exemple concret tiré de nos sources. Ouais, prenons un exemple très terre-à-terre, issu du tissu économique local. Imagine une moyenne entreprise qui fabrique des pièces détachées ou même une simple boulangerie industrielle. Ok, le genre d'entreprise qui a besoin de tourner en continu. Leur four ou leur chaîne d'assemblage doivent s'arrêter net pendant 4 à 6 heures par jour. C'est énorme. C'est la moitié d'une journée de travail. Et pour survivre, le chef d'entreprise n'a pas le choix. Il doit investir dans d'énormes générateurs de secours qui fonctionnent au diesel. Mais le diesel, ça coûte atrocement cher. Donc la marge bénéficiaire de l'entreprise part littéralement en fumée, quoi. Exactement. Les coûts d'exploitation explosent. Très vite, l'entreprise n'est tout simplement plus rentable face à la concurrence internationale, Qui, elle, a de l'électricité toute la journée. qui bénéficie d'une électricité stable, voilà. Donc l'usine ferme ou elle réduit drastiquement ses effectifs. Et ce schéma, il se répète des milliers de fois à travers tout le pays. C'est catastrophique. Le délestage détruit physiquement la capacité de l'économie à absorber une main-d'œuvre qui est déjà très précarisée. C'est ça qui explique ce taux de chômage endémique qui frappe une part colossale de la population active. Et ce qui rend la situation encore plus inflammable, c'est que ce ralentissement économique n'est absolument pas vécu de la même manière par tout le monde. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on se plonge dans les descriptions urbaines du documentaire, il y a une fracture visuelle d'une violence inouïe. C'est très marquant, ouais. La géographie de villes comme Johannesburg, c'est un véritable choc. D'un côté d'une autoroute, on a des quartiers ultra sécurisés, avec des villas luxueuses, des pelouses impeccables, une opulence qui rivalise avec les quartiers les plus riches de la planète. Ouais. Et littéralement de l'autre côté de la colline, s'étendent des bidonvilles, des zones sans même les infrastructures de base. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ce contraste géographique est vraiment fondamental pour comprendre la psychologie de la crise actuelle. C'est-à-dire, L'inégalité, en Afrique du Sud, ce n'est pas qu'une statistique un peu abstraite dans un rapport du FMI, tu vois. C'est un décor quotidien. L'espace physique agit comme un révélateur et la crise énergétique, elle vient exacerber cette fracture de façon spectaculaire la nuit tombée. attends, comment ça la nuit tombée? Quand le réseau national coupe le courant, les quartiers aisés ne plongent pas vraiment dans le noir. Ah, parce qu'ils ont des alternatives. Exactement. Ceux qui en ont les moyens ont depuis longtemps installé de vastes systèmes de panneaux solaires, des batteries au lithium de pointe ou de gros générateurs insonorisés. Donc ils sont autonomes en fait. Ils font littéralement sécession du réseau public défaillant. Leur maison reste éclairée, le Wi-Fi fonctionne toujours, la sécurité électronique reste active. Et de l'autre côté de la colline, En revanche, dans les zones défavorisées, la coupure est totale. Et là, les conséquences sont désastreuses. j'imagine oui. C'est l'impossibilité de conserver des denrées périssables dans les frigos, des risques d'incendie accrus à cause de l'utilisation de bougies ou de poêles à paraffine pour s'éclairer et se chauffer, Et l'arrêt de la petite économie, j'imagine. l'arrêt total de la petite économie informelle qui dépend du courant pour fonctionner. En fait, c'est une provocation visuelle permanente. C'est exactement ça. Il faut s'imaginer être dans le noir absolu, perdre le peu de nourriture fraîche qu'on a, et voir au loin, juste en face, les collines illuminées des quartiers riches qui continuent de fonctionner comme si de rien n'était. C'est le terme exact, une provocation visuelle. La richesse extrême, elle agit comme un miroir qui est tendu quotidiennement à la pauvreté extrême. Et ça crée de la colère, forcément. Cette proximité physique transforme ces zones urbaines en véritables cocottes minutes. La colère ne peut pas rester confinée bien longtemps. Elle finit par déborder dans la rue, souvent sous forme d'émeutes ou de manifestations parfois très violentes. Parce qu'on ne supporte plus de le voir. Parce que l'injustice n'est plus seulement théorique, elle se vit et elle se voit à chaque coupure d'électricité. Lise des axes routiers majeurs. Est-ce qu'il s'agit seulement d'une réaction épidermique, tu vois, à l'inflation et au manque de courant? Ou bien,
Ou bien est-ce le signe clinique que le contrat social lui-même n'a jamais été véritablement scellé? Eh bien, l'analyse des sources se penche irrémédiablement vers la seconde option. C'est une crise profonde du contrat social. Pas juste une question de salaire, alors? Non, les manifestations ne sont pas juste des revendications salariales. C'est l'expression d'une désillusion qui est extrêmement amère. La fameuse promesse de l'après-apartheid. Voilà, il y a eu une promesse implicite à la fin du siècle dernier, celle d'une ascension sociale possible pour tous, d'une prospérité partagée après des décennies de ségrégation très dure. Et cette promesse, elle a fait pchtch. Aujourd'hui, une majorité de la population se rend compte que cette promesse ne s'est tout simplement pas matérialisée. L'économie formelle, elle est bloquée par son manque d'énergie et de croissance, et elle s'est transformée en forteresse. Et ceux qui sont dehors restent dehors. Le chômage de masse agit comme un mur d'enceinte qui exclut des millions de citoyens du prétendu miracle économique. Quand les fondations même de la légitimité économique sont perçues comme brisées à ce point-là, la protestation, dans la rue, ça devient le seul langage disponible. Et j'imagine que quand le système formel rejette autant de monde, la survie prend inévitablement des chemins beaucoup plus sombres. C'est inévitable. Ce qui nous mène à cette composante qui est vraiment omniprésente dans le documentaire, c'est l'insécurité chronique. Un fléau absolu. On ne parle pas de petits larcins occasionnels là. On parle d'un niveau de criminalité qui restructure littéralement la manière dont la société tout entière fonctionne. Effectivement, la ligne de démarcation entre la survie et la légalité, elle devient extrêmement poreuse quand le taux de chômage atteint de tels sommets. C'est le désespoir qui parle. Le désespoir économique alimente une criminalité de subsistance, c'est vrai, mais ça nourrit aussi des réseaux criminels beaucoup plus organisés qui, eux, profitent allègrement de l'affaiblissement des institutions publiques. Pour bien saisir l'impact de ce climat, j'aimerais utiliser une petite analogie économique. Je t'écoute. Vivre et essayer de prospérer dans ces conditions, c'est comme essayer de construire une maison solide, mais pendant un tremblement de terre continu. C'est une très bonne image. C'est là que le mécanisme du court-termisme se met en place. On ne va pas investir dans une toiture sophistiquée, on ne va pas faire des plans sur 20 ans si on n'est même pas sûr que les murs tiendront jusqu'à demain matin, quoi. Exactement. L'horizon se rétrécit. Tout le capital, qu'il soit financier ou émotionnel, part dans la survie immédiate. Je veux dire, comment on peut espérer innover ou redresser une économie quand la préoccupation numéro 1 du matin au soir, c'est juste la sécurité physique de base? C'est tout le drame macroéconomique de l'insécurité, ça, au-delà de la tragédie humaine évidente. L'insécurité, il faut la voir comme une taxe invisible. Une taxe invisible? Oui, une taxe massive qui est prélevée sur l'ensemble de l'économie. Prenons le secteur de la sécurité privée, par exemple, qui est gigantesque en Afrique du Sud. Ah oui, c'est une industrie énorme là-bas. Des milliards sont dépensés chaque année par les entreprises et les particuliers pour s'entourer de clôtures électrifiées, de gardes armés, de systèmes d'alarme, de véhicules blindés. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Au final, ces milliards, ils créent de l'emploi, non? C'est un secteur économique florissant, c'est de l'argent qui circule. C'est un secteur florissant, oui, mais c'est ce qu'on appelle un capital économiquement stérile. Stérile, c'est-à-dire qu'il ne produit rien. Exactement. Cet argent ne produit absolument rien de nouveau. Il ne finance pas la recherche, il ne crée pas d'infrastructures de transport, il n'améliore pas l'éducation. Il sert juste à maintenir le statu quo. Elle est entièrement engloutie dans la tentative désespérée d'empêcher les choses d'empirer. C'est une hémorragie de ressources qui, dans un environnement sain, aurait été allouée au développement ou, je sais pas, à la réparation du réseau électrique, par exemple. Ah oui, vu comme ça, c'est une perte sèche pour l'avenir du pays. Et il y a aussi l'aspect humain de cette hémorragie qui est tout aussi grave. Les sources insistent beaucoup sur l'impact psychologique, sur cette sensation de drame permanent. Ce qui pousse les gens à partir, j'imagine. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Quand l'anxiété devient vraiment le lot quotidien, les individus qui possèdent des qualifications de haut niveau, Les ingénieurs, les médecins. les cadres financiers, voilà, s'ils ont la possibilité d'émigrer, ils finissent par partir. Ils partent chercher une qualité de vie et une sécurité pour leurs enfants ailleurs. Ce qui est compréhensible au niveau individuel. Bien sûr, mais le problème, c'est que ce sont très exactement ces talents dont le pays a urgemment besoin pour remettre ses centrales électriques en marche et redresser son industrie. L'insécurité vide peu à peu le pays de sa substance grise. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ce qui nous amène, inévitablement, à regarder vers le haut. Vers le gouvernement. Oui, parce que face à l'obscurité littérale des coupures, face au mur des inégalités et à l'angoisse de l'insécurité, le regard se tourne forcément vers les dirigeants. On cherche un cap, une autorité capable de trancher. C'est un réflexe normal. Mais le portrait qui est dressé par les sources décrit un vide sidéral au sommet de l'État.
Il y a une perte totale de confiance envers les institutions en place. On est face à une crise de leadership vraiment profonde. La population ne voit plus l'appareil d'État comme une entité capable de résoudre les problèmes. Elle le voit comment alors? Elle le voit plutôt comme un organisme paralysé par ses propres dysfonctionnements internes, voire parfois comme complice de l'effondrement, par son inaction ou sa corruption. Et j'imagine que cette perception de paralysie, elle ne s'arrête pas aux frontières nationales. Ah non, évidemment. Si l'on relie cela à la situation globale, l'impact sur l'image internationale est dévastateur. Justement, parlons-en de la scène internationale. Comment le monde extérieur observe-t-il cette puissance africaine aujourd'hui? L'image de la locomotive infaillible a dû prendre un sacré coup. Un coup très sévère. Et ce n'est pas qu'une simple question de prestige diplomatique ou de fierté, c'est une question de survie financière. Les fameux marchés financiers. Les marchés mondiaux sont froids et mathématiques. Ils ont horreur de l'incertitude. Pour réparer son réseau énergétique titanesque et relancer la machine, l'Afrique du Sud a un besoin impératif de capitaux étrangers. On parle de milliards de dollars là. Des milliards d'investissements qui sont nécessaires à court terme. Mais pour reprendre notre métaphore du début, aucun investisseur ne veut parier sur une voiture de sport sans carburant et qui est garée dans un quartier dangereux. C'est exactement le fond du problème. Quand les agences de notation et les fonds d'investissement internationaux regardent le pays, qu'est-ce qu'ils voient? Un risque géant. Ils voient un gouvernement qui est incapable de garantir un approvisionnement en électricité continue, incapable d'endiguer la criminalité qui menace les chaînes de production et incapable d'apaiser des tensions sociales explosives. Du coup, la prime de risque explose. C'est-à-dire que, concrètement, prêter de l'argent au pays devient prohibitif. Voilà. Soit les capitaux étrangers fuient vers des marchés émergents plus stables en Asie ou ailleurs, soit ils exigent des taux d'intérêt punitifs pour compenser le danger. C'est la double peine. Et c'est là que le piège se referme. Le pays a désespérément besoin d'argent pour moderniser ses infrastructures et créer de l'emploi pour calmer la colère sociale. Mais l'argent ne vient pas. Mais à cause de ces infrastructures défaillantes et de cette colère sociale, l'argent refuse de rentrer à des conditions viables. C'est un cercle vicieux implacable où la dette se creuse pendant que la machine continue de rouiller. Ce mécanisme de cercle vicieux, en fait, nous propulse directement vers le fameux point de bascule. Nous sommes à une intersection critique. C'est l'heure des choix, oui. Les sources décortiquent deux scénarios futurs complètement opposés. D'un côté, on a le redressement miracle, de l'autre, l'aggravation pure et simple. Si on s'en tient strictement aux données, que faudrait-il pour que les scénarios du redressement prennent le dessus? Cela soulève une question importante quant à la résilience du pays. Le redressement n'est pas de l'ordre de la science-fiction, attention, car les fondamentaux, ils existent toujours. C'est vrai, tout n'a pas disparu. Le pays possède un secteur privé extrêmement résilient, une société civile hyperactive, une justice qui, bien que sous forte pression, conserve une certaine indépendance. Et une presse aussi, non? Oui, une presse très libre qui continue de mettre en lumière les dysfonctionnements et les scandales. Mais bon, pour transformer ces atouts en véritable redressement, il faut un capital politique monumental. Ce qui implique des décisions très douloureuses, on l'imagine. Absolument. Il faudrait restructurer de fond en comble les monopoles d'État sur l'énergie, ouvrir agressivement le réseau électrique aux producteurs privés, Casser les monopoles, quoi. démanteler les rentes de situation économique qui bloquent l'innovation et surtout mener une lutte implacable contre la corruption pour restaurer la confiance internationale. Une vraie thérapie de choc institutionnelle. C'est le mot. Alors, je vais être l'avocat du diable ici, mais en superposant tout ce qu'on vient d'analyser, j'ai beaucoup de mal à croire à cette thérapie de choc. Je comprends ton scepticisme. On a une crise énergétique systémique, une sécurité qui draine toutes les ressources, un climat social au bord de l'explosion et un leadership exsangue. Objectivement, vu la force gravitationnelle de toutes ces crises qui sont interconnectées, est-ce que le scénario de l'aggravation n'est pas tout simplement devenu la trajectoire par défaut? Eh bien, Enfin, je veux dire, défendez le scénario de l'optimisme si tu le peux, mais ça me semble relever du vœu pieux à ce stade. c'est une objection qui est tout à fait valide d'un point de vue analytique. En géopolitique, de toute façon, l'inertie joue presque toujours en faveur de la détérioration. C'est plus facile de tomber que de grimper. Il est infiniment plus facile de glisser le long de la pente de l'effondrement institutionnel que de gravir celle de la reconstruction. Le scénario de l'aggravation, c'est simplement ce qui se passe si le gouvernement continue de faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire du rafistolage. Voilà. Gérer les crises au jour le jour sans vision de fond. Si l'on reste sur cette trajectoire par défaut, les coupures de courant vont s'intensifier, poussant encore plus d'entreprises à la faillite. Ce qui va augmenter le chômage?
Le chômage va franchir de nouveaux paliers, ce qui augmentera mécaniquement la criminalité et la frustration dans les quartiers pauvres. Et la fuite des cerveaux continuera. La fuite des cerveaux et des capitaux va s'accélérer, ce qui réduira encore les recettes fiscales de l'État, et donc un État qui aura encore moins de moyens pour réparer les infrastructures. C'est effrayant. Sans un sursaut politique d'une intensité historique, oui, l'effritement progressif de l'État est bel et bien la voie la plus probable. C'est un diagnostic qui fait un peu l'effet d'une douche froide, on va pas se mentir, mais il est essentiel de regarder les rouages sans aucune complaisance. Tout à fait. Pour résumer un peu l'anatomie de cette crise, telle que les sources nous l'ont présentée, nous sommes face à un titan économique. Il est doté de la carrosserie d'une superpuissance, mais son moteur s'étouffe de l'intérieur. C'est le résumé parfait. Il est entravé par un réseau électrique défaillant qui asphyxie toute sa croissance, fracturé par une géographie urbaine qui sert de vitrine quotidienne aux inégalités, saigné financièrement par le coût astronomique de l'insécurité. Effréné par une crise de confiance totale envers ses élites. C'est ça. C'est une leçon frappante sur la vulnérabilité des nations modernes. On constate que la possession de ressources naturelles immenses ou d'infrastructures de pointe, ça ne garantit en rien la stabilité à long terme si la gestion structurelle et le contrat social se désagrègent. Ce qui amène une réflexion finale assez vertigineuse et qui dépasse d'ailleurs largement les frontières que nous venons d'explorer. Oui. Nous avons longuement parlé de l'Afrique du Sud comme de la locomotive historique du continent africain. Oui, le leader économique. Mais si l'on pousse cette logique systémique jusqu'au bout, si ce géant industriel et financier venait effectivement à sombrer dans le scénario de l'aggravation, s'enlisant dans une paralysie permanente, quel serait l'effet domino sur le reste de la région? C'est une question cruciale. Les économies voisines sont intimement liées à ces ports, à ces banques et à ces marchés. Une onde de choc d'une telle ampleur, elle ne s'arrêterait pas du tout à la frontière sud-africaine. Et c'est précisément l'interrogation qui demeure pour l'avenir. Un train entier peut-il espérer continuer sa route vers le développement mondial si sa locomotive principale commence très sérieusement à dérailler? Ça laisse songeur, en effet. C'est une perspective sur laquelle il faudra assurément méditer, en gardant à l'esprit cette image tenace d'une métropole oscillant, chaque nuit, entre l'obscurité totale de ses coupures et la lumière éblouissante de son propre potentiel inachevé. À la prochaine pour une nouvelle analyse.